les petits-enfants de la patrie, avaient le peuple. Depuis dimanche dernier, je me suis mordu les doigts. Ah. De quoi je parle? Alors qu'a été publiée l'intégrale de l'opération israélo-américaine sur le 11 septembre 2001, dont le teaser a été striké momentanément pour une raison totalement mensongère puis rétabli par la suite, voilà dit pas que le même soir, je découvre mon ennemi juré Sylvain Cavalier, alias le bunker des étoiles, zététicien, tirant sur toute théorie du complot qui traîne, défenseur acharné de toute version admise et toujours aussi aveuglé sur ce sujet. Certes, les théories du complot farfelues sur ce dernier sont réelles, ainsi que certaines contre-vérités, et le bunker des toilettes, comme on le surnomme l'école bien avant en les ridiculisant, afin de faire la promotion par la suite de certains supposés débunkages sur la question. Mais pour ceux qui ne savent pas encore, ce n'est pas la première fois que je lui tape dessus, mais la 6e fois, et ce depuis ses débuts. Sur le 11 septembre 2001 vous l'aurez compris, mais aussi sur le Pizzagate, et dernièrement, sur l'affaire Epstein il y a 3 ans, où vous ne vous étonnerez pas de le savoir partisan à la thèse du suicide de ce dernier. Pourtant, il a voulu jouer au plus malin avec moi il y a 5 ans en s'associant avec Antoven Junior alias Gigantoraptor, et le dénommé Aldrius. Ah, c'est du propre. À 3 contre 1. Oui je sais, mais il pouvait être 10, contre moi cela ne m'aurait pas dérangé, bref, il a cru pouvoir me démonter point par point sur le Pentagone, le résultat est une catastrophe. Merci à toi Giganto. Si vous ne me connaissez pas, je suis le débunker des étoiles. Et si je fais cette vidéo avec Giganto, c'est parce que Michael a fait plusieurs vidéos à mon sujet pour tenter de réfuter mes travaux sur le 11 septembre, où j'attaque les arguments conspirationnistes. Alors mon rôle dans cette vidéo sera de réfuter certains arguments de Michael sur le 11 septembre, un complot que je connais bien et qui me tient à cœur pour y avoir cru moi aussi à une époque. Mais ça, c'était avant de faire des études universitaires en sécurité internationale et d'apprendre comment marche la réalité du pouvoir politique, de l'armée et des agences de renseignement. C'est malheureusement bien loin des scénarios incroyables à la James Bond que nous concoctent les complotistes, qui ont apparemment vu trop de films hollywoodiens. Je ne m'attarderai pas sur les attaques personnelles qui constituent la majeure partie de l'argumentaire de Michael, exception faite de sa dernière vidéo. Selon lui, mes sources ne sont jamais bonnes, car apparemment elles seraient écrites par des sionistes, des juifs, des homosexuels, etc. Il me met un nez rouge sur Photoshop et m'attaque volontiers sur mon intelligence ou mes connaissances. Évidemment, je m'en fous. Comme disait l'écrivain Georges Courteline, c'est un délice de fin gourmet que d'être pris pour un idiot par des imbéciles. Si tu veux péter plus haut que ton cul, cite-moi Shakespeare. Je vais plutôt me concentrer sur ces quelques vrais arguments, et notamment sur sa première vidéo, car le crash de l'avion sur le Pentagone est facile à traiter pour un débunker, et cela suffira à montrer le manque de méthode et de rigueur de cet énergumène. Donc à présent, comparons la version officielle sur le crash du Pentagone le 11 septembre avec la version alternative de Michael. Une version qui n'est pas celle de tous les complotistes d'ailleurs, je tiens à le rappeler. La plupart des complotistes pensent toujours qu'il n'y a pas eu d'avion du tout qui s'est crashé sur le Pentagone. Mais comme c'était une position intenable vu tous les éléments de fait qui prouvaient qu'il y avait bien un avion, alors certains complotistes comme Michael se sont mis à imaginer qu'il s'agissait bien d'un avion, mais pas d'un avion exactement comme on nous le fait croire. Alors pourquoi ne pas tout simplement accepter qu'il y avait un avion sur le Pentagone et se concentrer sur la théorie du complot des tours jumelles? Parce que ça serait admettre qu'ils avaient tort, ne serait-ce qu'un peu, et que la version officielle était la bonne. Ce qui est totalement inacceptable pour un complotiste. La version officielle ment forcément sur quelque chose, c'est une des bases de leur raisonnement. Donc si elle ne mentait pas sur le fait qu'il y avait bien un avion, alors c'est qu'elle mentait forcément sur autre chose. La forme de l'avion, la vitesse de l'avion, le modèle de l'avion, etc. Et c'est évidemment la position de Michael ADBK. Voici ses principaux arguments sur le générateur. Heurté par le réacteur droit de l'avion, sans savoir qu'il s'agit d'un élément majeur, sur la non-consistance avec un 757. Les boîtes noires. C'est-à-dire au trou de sortie. Ce qu'il ignore, c'est qu'on les retrouve justement au mauvais endroit. Les restes des passagers. Il n'y a aucun problème, mais tu n'as strictement aucune chance de prouver que les restes des passagers ont été retrouvés au Pentagone. La taille de l'avion. Ainsi, l'avion faisait 94 pieds, et cela ne correspond en rien avec l'envergure d'un 757. Point barre. Les débris retrouvés qui ne seraient pas ceux de l'avion craché. Ce qui veut dire que ces 3 objets, tout comme les autres pièces identifiables d'un 757, ne peuvent être que des pièces détachées, transportées par l'avion de modèles différents. Le nez de l'avion qui aurait dû dépasser sur la vidéo. Étant donné que le nez de ce modèle devait obligatoirement dépasser le coin de la caméra box, il suffit de voir la taille exacte, et à l'échelle, et hop. Voilà, dis pas que nous avons la taille d'un autre modèle de Boeing comme ticket gagnant. Et le Pentagone, bâtiment inattaquable. Frappant violemment le bâtiment, qui a pourtant la réputation d'être inattaquable. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas répondre à tous ces points. Je pense qu'il est bien plus parlant de mettre en balance les différentes preuves sur lesquelles repose chacune des deux théories, c'est-à-dire la version officielle et la version de Michael. La version officielle repose donc sur une centaine de témoignages concordants, 5 lampadaires et un bout de générateur arraché, des débris sur place qui concordent avec le modèle 757, des effets personnels des passagers et leur ADN, les boîtes noires dont les données se recoupent avec le radar, et la vidéo de la station-service attenante où l'on
on distingue l'avion sur une des frames. La version de Michael repose sur certaines fenêtres qui auraient dû exploser, percuter le générateur aurait dû provoquer un effet différent sur l'avion, les débris retrouvés auraient pu provenir d'ailleurs, les restes des passagers auraient pu provenir d'ailleurs, les boîtes noires auraient dû se trouver ailleurs, le nez de l'avion aurait dû dépasser plus que ça de la pompe à essence. On remarque d'abord que les preuves de la version de Michael n'en sont pas vraiment. Les seules preuves sont en fait des supposées incohérences dans la version officielle, avec des faits qui auraient dû, selon lui, se passer autrement. Mais sinon c'est tout. Quel modèle d'avion ce serait exactement? On ne sait pas. Existe-t-il un témoignage disant avoir vu un avion d'un autre genre? Non. Reste-t-il des débris de ce petit avion hypothétique? Non. Des photos, des vidéos? Pas davantage. Que sont devenus les 53 passagers du vol 77 qui ont passé le portique de l'aéroport et qu'on n'a jamais revu ensuite? On ne sait toujours pas. Vous l'aurez compris, cette supposition repose donc sur du vent, ou plutôt repose sur le relevé d'incohérence de la théorie adverse. On pourrait donc laisser les mêmes preuves et remplacer la supposition de Michael par une autre. Par exemple, il ne s'agissait pas d'un Boeing 757 mais du Faucon Millennium. Les preuves de ma théorie, les voici. Certaines fenêtres auraient dû exploser, percuter le générateur aurait dû provoquer un effet différent sur l'avion, les débris retrouvés auraient pu provenir d'ailleurs, etc., etc. Donc ça prouve bien que c'était le Faucon Millennium. Vous voyez, c'est simple, non? Et pour finir en beauté sur ma démonstration, je vais maintenant démonter rapidement certaines des supposées incohérences. Les fenêtres anti-explosion. Oui, Michael, tu as beau te moquer de moi sur ce point, c'est toi qui es ridicule car tu te trompes complètement. Des fenêtres anti-explosion ont bel et bien été placées quelques mois avant l'attentat, lors de la restauration de cette partie du Pentagone. Ces fenêtres ont sauvé beaucoup de personnes ce jour-là car elles n'ont pas volé en éclats comme l'auraient fait des fenêtres normales. Elles ont malheureusement aussi fait des victimes qui n'ont pas réussi à casser les fenêtres pour sortir du bâtiment au cours de l'incendie. À ce propos, pour plus de détails, je vous conseille le documentaire très récent sorti en septembre 2016 avec de nombreux témoignages et un éclairage nouveau. 9/11 Inside the Pentagon de Kirk Wolfinger. Le bâtiment le mieux protégé. Non, Michael, le Pentagone n'a jamais été le bâtiment le plus protégé au monde, peu importe que tu aies trouvé un bout de reportage qui dise le contraire. Les journalistes aiment faire dans le sensationnel aussi, je te demande simplement de regarder ces images et de me dire où se trouvent les systèmes de défense super avancés que nous vendent les complotistes. La plupart des caméras et des systèmes de sécurité ont été rajoutés après les attentats. Mais je vous invite tout de même à vérifier un jour que vous voyagez à Washington, sortez à la station Pentagone, ne confondez pas avec celle d'avant Pentagon City, vous sortirez de dessous le Pentagone et à une dizaine de mètres de celui-ci. Si c'est en pleine nuit, il n'y aura d'ailleurs sans doute personne autour de vous. Eh bien dites-vous que c'était encore moins protégé en 2001. La taille de l'avion. L'avion faisait 38 mètres d'envergure et le trou d'impact ne fait que 29 mètres. Michael en conclut immédiatement que l'avion devait nécessairement faire 29 mètres. Or ce n'est pas le cas. La taille du trou s'explique facilement par l'angle de pénétration de l'avion en diagonale et la faible résistance des ailes. Les complotistes ont l'air de s'imaginer que la façade du Pentagone était en papier mâché et que la silhouette entière de l'avion devrait se dessiner dessus comme dans un cartoon. Alors que la vérité est évidemment plus complexe. Il y a des dommages majeurs là où est rentré le corps de l'avion et des dommages mineurs à l'extrémité des ailes, là où c'était le plus fragile. C'est juste de la logique. En résumé, non seulement tes preuves ne sont pas des preuves, Michael, mais en plus tu te gourres sur certaines d'entre elles. Comment tu veux avoir l'air sérieux? Ton débunkage de débunkage n'est qu'une pitrerie de plus qui ne trompera que ta communauté déjà acquise aux thèses alternatives du net. Je me limite ici à attaquer ta première vidéo seulement parce que tes deux autres vidéos font 45 minutes et 1 heure et contrairement à toi, Michael, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie que de parler du 11 septembre. Je pense avoir déjà mis en évidence ton manque de méthode, de rigueur et d'objectivité rien que sur ta première vidéo. Comme vous pouvez le constater, du pinaillage, des affirmations imaginaires, bref, de la bouillie. Maintenant, on va revenir sur son live du 11 septembre dernier diffusé sur Twitch.